Merci, merci. Alors, Arnaud et Taï viennent de me rejoindre sur scène. Merci à tous les deux d'être présents. Arnaud, du coup, on se connaît depuis quelques temps maintenant. On a toujours dit, lorsqu'on s'était croisés à la BPI, qu'on essaierait un jour de faire des opérations ensemble. La Coupe de France, tu nous as accompagnés avec WeSprint, donc un grand merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire en une minute ce qu'est WeSprint? Tu as un petit micro derrière. Sur le siège. Ouais, je vais faire court, je sais qu'on est déjà en retard. Donc, ouais, non, mais on prendra le temps, c'est normal d'être en retard ici. Entrepreneur, investisseur, comme beaucoup de gens dans cette salle. J'ai investi dans 45 startups en 4 ans, dont On-Off et un accélérateur de startups. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est une équipe smart qui passe du temps auprès des startups pour les aider à grossir. Et voilà, il y a un vrai affect avec Tech parce que c'est mon premier deal en tant qu'investisseur. Et on se suit depuis 5 ans, on s'apprécie beaucoup. Bon. Donc je suis ravi d'être là à ce festival avec lui. Je crois que ça va être une belle histoire, donc on te laisse les commandes de l'interview. Merci aussi à Ronan d'avoir fait en sorte que tu puisses venir. Vraiment, un grand merci à tous les deux. Allez, je vous laisse, on est en retard. Bon, bah, super. Bon, alors, je vais en fait commencer 10 minutes où je vais présenter un petit peu ma société et après on va faire quelques questions-réponses avec Arnaud. Alors, peut-être certains d'entre vous savez que, en tout cas avant la carrière d'entrepreneur aujourd'hui, j'avais une ancienne carrière qui était une carrière de sportif. Donc je vais vous montrer juste quelques petites vidéos sur la carrière de sportif et après j'attaque la carrière d'entrepreneur. Mais avant même de démarrer, j'essaye de partager avec vous. Alors est-ce que ah si, ça marche, c'est bon. Donc j'essaye de partager avec vous différents proverbes que j'essaye de me mémorer tous les jours. En tout cas, 7 fois à terre, 8 fois debout. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ou je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Ça, c'est le proverbe de Mandela. Et finalement, dans mon histoire, tout ça colle pas mal. Alors, je vous montre les vidéos et après on parle de la start-up. Regardez. Bonjour Paris! C'est super de revoir. Et après, il y avait une autre vie, qui était une vie de challenger, on va dire. Là, j'avais 4 jours pour apprendre à marcher sur un fil avec 300 mètres de vide en bas. Vous êtes prêts, Paris? Dieu, mais c'est exceptionnel. Regardez ça, regardez le monde. Extrême avantage.
aventure en Indonésie, au pays du Karapan Sapi. Ça commence maintenant. Bon voilà, ça fait beaucoup, mais bref, c'était. Alors j'essaie de passer au slide suivant. C'est bon, voilà. Ça fait beaucoup, mais ça, c'était l'ancienne vie. Et malheureusement, il y a 5 ans en arrière, une fois de plus, je me suis cassé la jambe. Donc, j'étais sur ce lit d'hôpital et je me suis dit, je ne peux pas faire ces sports extrêmes toute ma vie. Il faut que je crée en quelque sorte un nouveau projet, ma nouvelle Tour Eiffel. Et je me suis dit, on va passer au slide suivant. Voilà. Je me suis dit, je vais écrire une sorte de formule magique pour créer ma boîte. Donc le premier point, je me suis dit, j'en ai marre d'être dans une petite industrie, donc je vais choisir la plus grande industrie au monde. Et là, du coup, j'ai choisi télécom. Le deuxième point, je me suis dit, il faut que j'arrive à ubériser cette industrie. Si vous réfléchissez bien, Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des voitures. Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à créer le plus grand opérateur télécom sans être propriétaire des antennes. C'était un peu un rêve comme ça sur ce lit d'hôpital. Le troisième point, je me suis dit, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si vous inventez quelque chose qui est simplement plus simple pour les utilisateurs, il n'y a pas de raison, ça va marcher naturellement. Le quatrième point, je me suis dit, il faut être propriétaire de sa marque. J'avais une autre boîte quand j'étais plus jeune qui faisait des gammes de papeterie et j'avais l'image par exemple de Tony Parker ou Matt Pokora, etc. Et quand j'avais perdu l'image de Matt Pokora ou Tony Parker, j'avais eu un énorme trou dans mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Et le cinquième point, je me suis dit, il faut que cette marque soit vendable de la même façon dans le monde entier. En tout cas, à voir, parce que le Tony Parker, par exemple, se vendait bien en France, mais ne se vendait pas bien au Japon. Il fallait que je trouve le Tony Parker japonais. Vous voyez ce que je veux dire? Le sixième point, je me suis dit, il faut que je trouve une distribution mondiale. Et là, je me suis dit tout de suite, les applications, c'est le bon domaine, parce que tout de suite, on peut vendre le produit partout dans le monde entier, même si on paye cher Google et Apple en leur donnant 30%. Et le septième point, je me suis dit, il faut que ce soit un produit qui soit digital, c'est-à-dire que je peux le vendre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même à 3 heures du matin, et que ça ne m'oblige pas d'augmenter les équipes. Si vous avez un magasin physique et vous voulez vendre, je sais pas, un Starbucks par exemple, vous voulez vendre des millions de cafés, vous êtes obligé de dupliquer les Starbucks et donc dupliquer les salariés, les murs, les locations, etc. Alors qu'un produit digital à la Spotify, vous pouvez vendre 1 million de forfaits à 4 heures du matin, un dimanche soir, ça ne changera rien par rapport au nombre d'équipes. Et le huitième point, qui est le plus facile à dire mais le plus dur à trouver, il faut clairement inventer quelque chose qui n'existe pas. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était de me dire, on va passer au slide suivant, c'est de me dire, je vais inventer le cloud number. Alors qu'est-ce que c'est le cloud number? Dans l'analyse que j'ai eue, c'est de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud. Si vous réfléchissez bien, vos mails sont dans le cloud. Quand vous n'avez plus de batterie, vous pouvez accéder à vos mails sur une tablette, sur un ordinateur. Vos musiques sont dans le cloud avec Spotify, vos films avec Netflix. Pourtant, votre numéro de mobile, lui, il n'est pas dans le cloud. Il est coincé dans cette petite carte SIM en plastique. Ce qui est ridicule. Quand vous perdez votre téléphone, eh ben vous perdez votre 06. Il faut repartir dans un magasin SFR ou Orange pour récupérer cette petite carte SIM. Donc j'ai commencé à rêver sur mon lit d'hôpital il y a 5 ans, à me dire, imaginons un monde où le numéro est décorrélé de la SIM et donc il devient accessible partout. Et quand je peux avoir mon numéro sur le téléphone, sur une tablette d'un pote, etc. Mais même mieux que ça, je peux avoir plusieurs numéros. Je peux avoir un numéro pro, un numéro perso et je peux avoir même un numéro comme ça américain. Alors, la galère, c'est que quand on a ça et qu'on est tout seul, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de co-associé ou quoi que ce soit et qu'on n'y connaît rien en télécom, comment on fait pour démarrer? Il m'a fallu des mois pour trouver le nom du job du mec qui sait à qui on demande pour avoir des numéros. Au bout de quelques mois, j'ai compris qu'il fallait créer un opérateur télécom. Alors, j'ai été voir les fonds d'investissement. Au début, ils ont accepté les rendez-vous parce qu'ils se sont dit il va nous présenter un projet sur les sports extrêmes. Quand je leur ai dit, en plus en béquille, que je voulais créer un opérateur mobile mondial, ils m'ont clairement rigolé au nez. Et donc, ils n'ont pas investi. Au final, j'ai rassemblé tout mon entourage, des investisseurs privés, et Arnaud en a fait partie au début, il a suivi le projet vraiment dès le début, et j'ai convaincu comme ça 130 potes, de mon chirurgien, mon avocat, mon comptable, mes potes riders, des sportifs, etc. Et tenez-vous bien, j'ai rassemblé 10 millions d'euros avec ces 130 potes. Et quand on a 10 millions d'euros, on peut commencer à fabriquer son opérateur mobile mondial. Et donc, j'ai commencé à rassembler cette équipe et à développer le produit que je vais vous présenter maintenant, qui est donc l'application On-Off. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application On-Off ?
on a deux services. On a un service B2C et un service B2B. Donc le service B2C, c'est extrêmement simple. C'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et Google Store et qui vous permet en un clic d'avoir un deuxième numéro. Je vous le montre. Regardez une petite vidéo. Voilà, donc ça permet comme ça en un clic d'avoir un deuxième numéro et on peut le prendre pour un numéro pro, perso, un numéro pour vendre sa voiture sur le bon coin, plus besoin d'avoir une deuxième carte SIM, le numéro du coup il devient attribuable sur n'importe quel téléphone, sur une tablette, etc. Vous pouvez le mettre on et off, on est déjà les moins chers pour appeler l'international et on a le même type de service pour le B2B et donc je vous le montre brièvement, donc là c'est pour le coup une plateforme web. Voilà, regardez. Donc voilà les différentes solutions. Et donc, si je fais le bilan après 5 ans où on en est dans la boîte, ben aujourd'hui, on est 50 collaborateurs. On va passer au slide suivant. On a eu la chance de lever 20 millions. Donc finalement, les fonds d'investissement ont accepté de donner 10 millions d'euros de plus, 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé au début. Comme quoi, avec la persévérance, on arrive à avancer. J'ai eu la chance donc de devenir ingénieur télécom et d'inventer des brevets. Donc si Apple, Google, etc. veulent faire la même chose, ils sortiraient de la régulation sans ces brevets. Après, on a des licences télécom dans 21 pays. On a bientôt, au slide suivant, voilà, 1 milliard d'SMS échangés. On est enfin en train de commencer à faire du chiffre d'affaires puisque on a fait plus de 80% les derniers mois. Donc si je résume un petit peu toute cette histoire, j'ai pas plus de talent que les autres. Par contre, j'ai une façon de voir la vie sans barrière, de travailler comme un acharné et le faire énormément avec passion. Donc, j'arrive à attirer à bord tout mon entourage grâce à la passion et voir la vie sans barrière. Donc voilà, c'était pour boucler la boucle avec les proverbes que je vous avais mis au début. C'est vrai que la chance, plus je travaille, plus elle me sourit. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Merci. Et donc, on va prendre 5 minutes pour te poser les questions qui sont affichées derrière et les questions qu'on a préparées. Avec plaisir. C'est difficile de présenter tout ça en 5-10 minutes, mais l'anecdote sur Mandela, juste, elle est marrante cette citation parce que quand on s'est rencontrés et que j'ai fini par investir chez toi, c'était le jour de la mort de Nelson Mandela et c'était au Starbucks Poissonnière. Donc effectivement, cette citation, elle est tout à fait à propos. Elle est surtout importante parce que avant d'avoir créé cette boîte, j'ai créé plein d'autres boîtes et ça n'a pas toujours marché, mais à chaque fois j'ai appris quelque chose. Et donc comme le dit très bien, en tout cas dans ce proverbe Mandela, c'est que vraiment on ne perd jamais. Ce qui est important, c'est d'apprendre et pas refaire les mêmes erreurs après, quoi. Donc tu as levé 20 millions, tu le disais là, ouais. Tu as réuni 100 investisseurs privés, 130, même plus, 130. Est-ce que tu trouves, en tout cas parce que tu as eu beaucoup de portes fermées au départ, tu le disais à 2 mots, que les investisseurs français ont peur du risque et ont du mal à miser sur un homme, un projet. Évidemment, les fonds t'ont rejoint un peu plus tard. C'est quoi ton diagnostic avec le recul ? Évidemment, en tout cas malheureusement en France on met beaucoup des étiquettes sur les gens et c'est vrai que quand j'arrivais avec cette étiquette de sportif dans les sports extrêmes et j'avais aucune expérience dans la tech à juste titre, mais bon j'avais cette envie de travailler comme un fou et d'aller de l'avant, mais c'est vrai que les investisseurs professionnels
pour eux, ça leur faisait trop peur. Il faut rappeler le modèle. Eux, ce n'est pas leur argent. Donc en fait, ils gèrent l'argent d'autres personnes, donc ils doivent remplir les cases. Et si jamais ils font un mauvais investissement, on pourra leur reprocher de ne pas avoir, de pas avoir rempli toutes les cases. Et la case, un investisseur, un entrepreneur nouveau là-dedans, qui est seul fondateur, etc., c'était très compliqué. Donc oui, définitivement, les fonds traditionnels sont peut-être pas en amorçage suffisamment là, et heureusement qu'il y a des investisseurs privés qui ont eu cette passion, qui ont joué le jeu, quoi. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? C'est difficile. Évidemment, il y a plein de choses que je ferais beaucoup mieux et pas de la même façon. Et j'ai perdu du temps sur le développement parce que j'avais un manque d'expérience. Mais il fallait avoir la courbe d'apprentissage. Donc, je peux pas. J'ai pas de regret là-dessus. Mais maintenant, après 5 ans d'expérience, je ferai les choses évidemment bien meilleures. Voilà. Il y a des gens dans la salle qui demandent c'est qui tes potes qui ont investi ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que finalement, ce n'est pas les gens fortunés qui ont surtout investi en masse. Ça a été, comme je vous dis, des petits tickets, 10 000, 20 000, 50 000. Alors, il y en a eu 2, 3. Il y en a eu, je crois, un à 400 000, il y en a eu un 300 000. Donc là, c'était des tickets fortunés. Mais c'était très rare. La grande majorité, c'est pour ça qu'il y en a 130, c'est le comptable, l'avocat, mon pote rider, etc. Après, quand je suis tellement passionné par mon projet, j'arrive à convaincre quasiment tout le monde. Pour vous donner un exemple, je m'assois à côté d'un mec dans l'avion. J'avais besoin d'investisseurs et à la fin du vol, il me donne 300 000 euros. Et en économie, un jeune mec de l'île de la Réunion. Et le plus petit investisseur, c'est quoi, 500 euros, 1000 euros. 1000 euros 1000 euros, 800 euros. Très bien. Bon, il se reconnaîtra, on le salue et merci pour ça. C'était aussi, une petite parenthèse là-dessus, c'était aussi pour rendre la société, avoir un côté beaucoup plus humain. C'est-à-dire que nous tous, on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir, alors je ne me compare pas à des grosses boîtes comme Facebook évidemment, mais je veux dire, on n'a jamais eu l'occasion que quelqu'un vienne nous voir et nous propose d'investir dans un projet nouveau qui a un potentiel de devenir incroyable. Et donc, c'était génial de pouvoir avoir un projet où on est tous ensemble et voilà, mon chirurgien, sa sœur, son beau-frère, etc. Il y a une question qui n'est pas dans le top, mais que je trouve intéressante, c'est est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué de lancer une start-up quand on est déjà connu ? Tu l'as un peu dit, juste une anecdote. La première fois qu'on a convié les journalistes en 2015 pour la conférence de presse, c'est en fait à double tranchant. En fait, c'est à double tranchant. Au début, c'est beaucoup plus dur parce que les gens nous font pas du tout confiance. Au début, même quand on avait fait la conférence de presse, les journalistes qui sont venus pensaient que j'étais un porte-drapeau et ils sont venus plus par curiosité pour voir si c'était vraiment moi qui avais créé la boîte et qui gérait la boîte au jour le jour. Par contre, dès qu'on a passé le cap et qu'on arrive à prouver que techniquement et qu'on connaît son métier, etc., là, d'avoir en tout cas de la notoriété et des contacts devient évidemment un point fort. Au début, c'était une grande faiblesse, mais dès qu'on a passé le cap, c'est un point fort. Alors, les 2 dernières questions. Est-ce que tu vois Apple comme un concurrent ou un partenaire aujourd'hui ? Partenaire. En plus, en tout cas, on est vraiment proche d'eux. On est de toute façon quasiment tous les 3-4 jours dans les top tendances de l'Apple Store en France. Et donc, ils nous ont sélectionnés parmi les 20 meilleures applications en Europe. Et donc, là, ils nous ont mis dans un programme d'accélération et tout. Et j'adore Apple. Et après, ils ne sont pas concurrents parce que même la eSIM n'est pas contrôlée par Apple. C'est les opérateurs télécoms qui mettent les numéros ou les forfaits dans la eSIM. Et au contraire, nous, on est un opérateur télécom qui fait le lien avec le monde applicatif. Dernière question. Il y a 5 ans, tu te révélais sur le web, la conférence de Géraldine et Loïc Lemeur. Ouais. Tu enchaînais avec une conférence de presse. Je pense que tu n'imaginais pas le parcours que tu as eu avec les hauts et les bas. Évidemment, j'imaginais pas. Comme tout le monde, il y a eu beaucoup de bas. J'ai failli fermer la boîte 10 fois parce que toujours besoin d'investisseurs. Ça a été dur. Mais j'ai une chance, c'est que je n'imagine jamais les problèmes à plus d'une journée. Quand je me lève le matin, j'ai juste l'étoile au loin du projet que j'ai envie d'atteindre et je me concentre du matin au soir uniquement à abattre le maximum de choses. Donc, je me prends jamais la tête de me dire il faut que j'y arrive en 3 ans ou en 5 ans ou en 10 ans. Il n'y a que le résultat qui compte. Je fais le maximum jour par jour pour le rêve avec le rêve au loin voilà, pour y arriver. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans, 5 ans ?
J'espère plein de choses. J'espère peut-être que mon service aura été intégré chez certains géants, et donc s'il est intégré, ça permettra peut-être des Apple, ça permettra qu'on aura toutes ces innovations que j'ai inventées dans les téléphones de tout le monde, et là la boucle sera bouclée parce que j'aurai réussi à peut-être changer en tout cas l'expérience utilisateur dans la main des gens. Et après j'espère que la boîte va grandir, et j'ai plein d'autres apps qui vont sortir cette année, vous allez voir, c'est canon. Je crois qu'on peut lui dire bravo. Merci en tout cas, merci. Bravo à vous deux. C'est hyper inspirant tout ce que tu racontes. Je sais que c'est hyper court, c'est pour ça qu'il y a une crêpe avec tout de suite, si vous voulez aller échanger avec Taïg.